Durant le XVIIIe siècle, la région du Gévaudan a été le théâtre d'une série d'attaques meurtrières attribuées à une bête féroce. Les détails de ces incidents révèlent un bilan macabre, avec un nombre de victimes dépassant la centaine. Les habitants de cette zone rurale ont été confrontés à une menace insidieuse et implacable, les plongeant dans une période de terreur inédite. Ces attaques ont semé la panique parmi les communautés locales et ont donné naissance à une enquête intensive pour éluder l'identité de la créature responsable de ces actes sanglants. Je vous conte aujourd'hui l'horreur de la bête du Gévaudan, avec une multitude de détails qui vous plongera au cœur de cette étrange histoire vraie. En ce mois de juin 1764, alors que le doux souffle de l'été enveloppe les collines proches de la Gogne, une jeune vachère, habitante des lieux, regagne le village en toute hâte, son visage empreint d'une terreur indicible. Les mots frémissent sur ses lèvres, tandis qu'elle relate une rencontre avec une créature mystérieuse. Ses vêtements déchirés semblent témoigner d'un combat inattendu, et ses bœufs, selon ses dires, valeureux autant qu'ils puissent l'être, ont été ses gardiens saugrenus. C'est la première fois que ces cultivateurs, ces fermiers et autres anonymes qui habitent le village entendent parler d'une terrifiante créature. Et certains sont perplexes. Certes, au XVIIIe siècle, les superstitions et les croyances diaboliques, comme les sorcières, sont plutôt banales. Mais là, tout de même, est-ce vraiment sérieux ? Cette femme, qui d'habitude se contente de faire paître les bovins, parle d'une façon bien étrange aux oreilles des villageois. Que s'est-il réellement passé ? Mystère. Mais le 30 du même mois, une tragédie vient frapper de plein fouet la quiétude de la région. Et pour ceux qui, à la Gogne, pensaient que la vachère fabulait, le choc va être rude. Les derniers rayons du soleil baignent le village des Hubac, non loin de la Gogne. C'est là que réside Jeanne Boulet, une jeune fille de 14 ans. Alors que la nuit s'insinue lentement, une ombre furtive s'abat sur la paisible localité. Le destin se scelle dans l'obscurité et Jeanne devient la protagoniste involontaire d'une attaque qui va marquer les annales du village. C'est dans ces ruelles étroites et entre les maisons de pierre que se joue un drame sanglant. Une bête, énigmatique et impitoyable, saute sur la jeune fille et laisse derrière elle le triste écho de la première victime officielle de la bête du Gévaudan. Cet écho porte avec lui le poids de la peur naissante. Au tournant du mois d'août, alors que les jours s'étirent et que l'inquiétude suite à la tragédie plane toujours sur la vallée de l'Allier, une nouvelle victime s'ajoute à la liste. Le 8 août, une jeune fille dans la fleur de l'âge, dans la paroisse de Puylaurens, est tuée par la bête, visiblement bien décidée à semer la mort. Le ruisseau qui serpente entre les maisons murmure désormais une mélodie funèbre. La végétation dense de la forêt de Mersoir devient le décor de la sinistre suite de ce drame. Les jours de septembre dévoilent d'autres victimes, leur silhouette effacée par l'ombre insaisissable de la bête. Chaque frémissement des feuilles et chaque rayon de lune semblent être des témoins muets des sombres événements qui se déroulent dans ces contrées boisées. Les choses deviennent ingérables. Trop de victimes. Les hommes l'ont compris. Il faut organiser une traque pour mettre un terme au massacre. Étienne Lafont, le syndic du diocèse de Mende, résidant à Marvejols, dépêche des chasseurs, sous le commandement énergique de Sieur Mercier, pour prêter main forte aux battues organisées près de la Gogne. Cependant, l'envergure de la menace dépasse rapidement les frontières de l'ordinaire, et Lafont,
conscient de la gravité de la situation, alerte Monsieur de Saint-Priest, l'intendant du Languedoc, et le comte de Maucamp, commandant militaire en second de la province. Dans un balai de correspondance entre les hautes sphères du pouvoir, l'ordre est donné au capitaine Jean-Baptiste Duhamel. Cet homme vaillant, stationné à la Gogne avec les soldats du régiment de troupes légères de Clermont-Prince, se voit investi de la mission périlleuse de conduire les chasses contre la bête. Les tambours résonnent, signant le début d'une campagne pour traquer la bête qui rôde dans les recoins sombres de la nature. Le 15 septembre marque le début de la chasse, et Duhamel, à la tête de ses troupes, s'allie aux paysans intrépides, toujours prêts à participer à cette traque. Les bois de la forêt de Mersoir, habituellement empreints de quiétude, deviennent le théâtre de multiples battues orchestrées par Duhamel. Pourtant, la bête demeure introuvable. Et qui sait, c'est peut-être toutes ces traques incessantes qui poussent la bête à quitter ses terres familières pour s'aventurer, au début de l'automne, aux confins de la Margeride et de l'Aubrac. Le 7 octobre, le village d'Apcher, sur les paroisses de Prunières, devient le décor d'une nouvelle tragédie. Une jeune fille est fauchée par la bête. Sa tête, découverte 8 jours plus tard, raconte encore une histoire de terreur. Le lendemain, on l'imagine, l'effroi se propage comme une onde de choc. Un garçon vacher, lui, est attaqué à proximité de la Fage Montivernoux, tandis que la bête insatiable poursuit sa route meurtrière. Un autre vacher trouve refuge parmi ses vaches, érigées en rempart vivant. La confrontation atteint son paroxysme lorsqu'une meute de chasseurs, émergeant d'un bois voisin, repère la bête. 2 détonations déchirent le silence. Et la bête, touchée, s'effondre, puis se relève, comme immortelle. Très vite, elle s'évanouit dans les bois, laissant derrière elle frustration, effroi et étonnement. La battue du lendemain se solde par un échec, mais les paysans discutent entre eux. Au moins, elle est blessée, mais elle demeure insaisissable. Fin octobre, la bête déploie à nouveau ses griffes meurtrières dans les confins méridionaux et la mort fauche impitoyablement. Marie Solinhac en est victime, sur la paroisse des Hermaux. Elle ne survivra pas. Le 2 novembre, une vague de détermination traverse le rang du capitaine Duhamel et de ses hommes, incitant leur départ de Lagogne en direction de Saint-Chély. Il faut capturer la bête et la tuer, avant que ce ne soit elle qui tue tout le monde. Le 11 novembre, les chasseurs s'élancent dans la forêt enneigée. Le manteau blanc qui recouvre les sentiers ralentit leur progression, mais n'entame en rien leur résolution. Malgré tout, le froid mordant, complice de l'hiver naissant, retarde les chasseurs. Les jours s'étirent, les nuits s'allongent et le mystère de la bête semble s'épaissir. Ce n'est qu'à la mi-décembre que les États de Languedoc, réunis dans l'urgence face à l'ampleur de la menace, décrètent une prime alléchante à quiconque viendra à bout de la bête. On parle d'une somme colossale, équivalent à un pacte avec le destin pour éradiquer le mal qui hante les bois. Pourtant, la triste mélodie de la mort continue à résonner dans les vallées. Les mois de décembre déposent sur le sol gelé le poids de 5 nouvelles victimes. Chaque attaque attribuée à la bête redoutée amplifie la psychose qui s'élève des terres hivernales. La senteur de sapin et de la neige fraîche se mêle à celle du sang et de la peur, et l'hiver, d'ordinaire porteur de joie, fomente des heures difficiles qui étreignent la région. Alors que les dernières heures de 1764 s'égrènent, l'évêque de Mende élève sa voix dans un appel poignant aux cieux. Le 31 décembre marque l'avènement d'un mandement qui résonnera à travers les siècles, éveillant la prière et la pénitence dans le cœur des fidèles.
L'évêque qualifie la bête de fléau divin, envoyé pour châtier les hommes de leurs péchés. Ce mandement, aussi imposant que la faveur qui l'anime, devient une proclamation officielle récitée par tous les prêtres du diocèse. On prie dans les églises pendant 3 dimanches consécutifs. Mais pourquoi Dieu serait-il coupable d'un tel fléau? Quand les hommes ne savent plus que faire, ils aiment à accuser les cieux, vainement. Et pendant ce temps, la bête continue sa danse macabre à travers les contrées glacées. Le 11 février 1765, les cloches retentissent dans une paroisse de Malzieu, annonçant l'inhumation d'une fillette d'à peine 12 ans. Elle a été en partie dévorée par la bête. Les mois de janvier et février voient les chasses de Duhamel demeurer stériles, au grand désarroi de la population. Le 12 janvier, la bête déploie sa fureur dans le village de Villaret. 7 enfants, gardiens de troupeaux, se trouvent pris au piège du monstre. Ce jour-là, le récit de leur courage demeure gravé dans les pages de l'histoire. Cinq garçons et 2 filles âgés de 8 à 12 ans se tiennent ensemble. La bête rusée les attaque en tournant autour d'eux. Les jeunes bergers, déterminés à protéger leurs frêles existences, font front. Elle s'abat sur eux, dévorant la joue d'un des plus jeunes. Joseph Panafieux, pris dans l'étau des mâchoires, est emporté par la bête. Le désespoir pourrait dicter la fuite, mais un certain Jacques André les exhorte à ne pas abandonner leurs compagnons. Armés de lames fixées à leurs bâtons, les enfants défient la bête. Les yeux sont leur cible, et ils parviennent à faire lâcher prise à la bête. Ils la maintiennent à distance jusqu'à ce que des adultes alertés par le tumulte arrivent. Alors la bête, vaincue par la résistance de ses enfants, s'enfuit dans le bois proche. Un témoin de cet affrontement épique partage l'histoire avec le conseiller du roi, Clément Charles-François de Laverdy. Le roi, touché par le courage de Jacques André, décide de récompenser le jeune héros. L'offre royale s'exprimera dans l'opportunité offerte à Jacques André de recevoir une éducation digne de son courage. Face à l'implacable menace de la bête, le conseiller du roi ne recule pas. Il déploie des moyens exceptionnels pour mettre fin à ce règne de terreur. Dans cette quête désespérée, il fait appel à un chasseur hors pair, une légende vivante, Jean-Charles Marc-Antoine Denneval, originaire de Normandie. Sa réputation transcende les frontières, son fusil ayant mis fin à la vie de plus de 1200 loups, faisant de lui le meilleur chasseur de canidés du royaume. Les terres du Gévaudan, qui ont vu tant de drames, accueillent désormais le chasseur intrépide accompagné de son fils. Un frisson parcourt les vallées, mêlant espoir et appréhension. Les habitants, épuisés par la peur, sont dans l'attente fébrile d'une délivrance. Denneval, héros chasseur au service de la justice, se tient prêt à faire face à l'ombre insaisissable qui hante les bois. L'air vibre d'une tension palpable, annonciatrice de la confrontation imminente entre l'homme et la bête. 14 mars. Le soleil culmine dans le ciel de Saint-Alban, éclairant la prochaine tragédie qui s'apprête à frapper. Jeanne Marlet se tient devant son humble demeure, entourée de 3 de ses enfants. Le calme apparent de la journée est rompu. Soudain, la bête, surgissant de nulle part, jette son ombre maléfique sur la scène. La petite fille de 9 ans, tenant dans ses bras le plus jeune des garçons, âgé d'environ 14 mois, devient la cible de la bête affamée. L'instinct maternel enflamme le courage de Jeanne Marlet, qui se jette sur la créature, déterminée à sauver sa progéniture. Elle parvient à arracher son enfant des griffes de la bête, mais le combat est loin d'être terminé. La bête, qui en a vu d'autres, revient à l'assaut, cette fois sur le plus jeune des enfants. Jeanne, héroïque mère protectrice, s'interpose de toutes ses forces. La bête furieuse se jette alors sur le petit garçon de 6 ans, Jean-Pierre, le saisit par le bras et disparaît avec lui. Dans un acte de bravoure, Jeanne se lance à nouveau à l'assaut de la bête. La mère héroïque
est jeté au sol, griffé et mordu à plusieurs reprises alors que le combat se poursuit. La bête, tenant toujours Jean-Pierre, parvient finalement à s'échapper en emportant le petit garçon avec elle. Face à cette tragédie, les deux aînés de Jeanne accourent au secours de leur famille. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Pourtant, luttant avec courage qui transcende leur jeune âge, ils libèrent leur frère cadet et mettent en fuite la bête. Malheureusement, 5 jours plus tard, le petit Jean-Pierre succombe à ses blessures. En reconnaissance de l'acte héroïque de Jeanne Marlais, le roi lui accorde une gratification financière. Cette somme, bien que symbolique face à la perte tragique, témoigne néanmoins de la reconnaissance royale envers une mère qui a lutté jusqu'au bout pour protéger ses enfants. Dès qu'ils posent le pied en Gévaudan, les Denneval, les chasseurs de la bête, revendiquent avec audace l'exclusivité des chasses. Leurs ambitions poussent le renvoi du capitaine Duhamel, le précédent chef des traques. Ainsi, le 8 avril, après des délibérations en coulisses, Duhamel et ses hommes quittent la région, laissant derrière eux l'ombre persistante de la bête. Cependant, l'attente de la population pour des chasses décisives reste inassouvie. Les Denneval, malgré leur réputation de chasseurs émérites, tardent à déployer de grandes opérations. Ce n'est que le 21 avril que se déroule enfin la première grande chasse, une danse tendue entre les chasseurs et la bête, orchestrée pour rabattre le monstre vers Prunières. Cependant, malgré les efforts concertés, la bête, toujours aussi insaisissable, réussit à échapper aux projectiles des chasseurs. La bête, agile et rusée, s'évanouit dans les replis de la nature. En avril de cette année 1765, le récit de la bête se déploie tel un manteau sur toute l'Europe. Le Courrier d'Avignon et les journalistes anglais, d'une plume moqueuse, raillent l'impuissance du pouvoir royal face à ce qui semble n'être qu'un simple animal. Au sein de la cour, l'objectif est simple. Il faut atténuer la terreur, dissiper les malentendus et préparer les chiens pour l'affrontement. Des effigies en carton sont créées pour permettre aux chasseurs canins de s'entraîner à pourchasser la bête. C'est une tentative désespérée pour apprivoiser l'inconnaissable, un effort concerté pour défaire le nœud du mystère qui étrangle la région. Ainsi, au cœur du printemps 1765, l'histoire de la bête se transforme en une épopée qui transcende les frontières, suscitant curiosité et scepticisme à travers l'Europe. La terreur qui règne dans les bois de Gévaudan devient le récit d'une nation en proie à l'incompréhension, alors que chacun tente, à sa manière, de percer le voile qui enveloppe la bête légendaire. Mais la bête, elle, n'a que faire de toutes ces considérations humaines. Elle va le prouver, dès le 1er mai 1765. La voilà qui rôde près du bois de la Roche-Chauve, un territoire coincé entre le Malzieu et Saint-Alban. Cette fois, elle s'apprête à frapper un jeune berger d'environ 15 ans. Cependant, les desseins meurtriers de la bête sont contrariés par un homme vigilant, l'un des frères Marlais. Depuis la fenêtre de sa maison, distante de quelques 200 mètres, il discerne la silhouette menaçante de la bête. L'alerte est donnée, et la fraternité, armée de fusils et déterminée, se prépare au combat. Tous s'aventurent courageusement à l'extérieur. Les détonations résonnent dans l'air, tandis que les balles sifflent en direction de la bête. À 2 reprises, elle est touchée, mais se relève à chaque fois, démontrant une résilience surprenante. Tous sont déconcertés. Dès qu'il est informé de cet affrontement, Denneval, le chasseur émérite, se précipite sur les lieux, accompagné d'une vingtaine d'hommes. Les esprits sont empreints d'espoir, chacun croyant que la bête est à l'agonie. Cependant, c'est mal connaître la bête. La nouvelle de la mort d'une femme dans l'après-midi sur la paroisse de Venteuge vient assombrir les espoirs. Comment est-ce possible ? La bête, bien que blessée, persiste dans sa quête meurtrière. Mais qui est-elle ? D'où vient-elle ? Pourquoi s'acharne-t-elle ainsi ? Comment cette bête peut-elle réussir à défier la mort ?
Le jour suivant, le marquis Pierre-Charles de Morangiès exprime son mécontentement dans une lettre adressée au syndic Étienne Lafont, se plaignant amèrement des Ennevals. Le 18 mai, la plume du marquis se remet en mouvement pour une nouvelle lettre de plainte. Les chasses menées par les Denneval continuent d'échouer. Face à l'incompétence présumée des chasseurs normands, le marquis lance un nouvel appel à l'autorité. Le 8 juin, sur ordre direct du roi, François-Antoine, porteur du titre de porte-arquebuse de Sa Majesté, prend la route depuis Paris en direction du Gévaudan. Dans son sillage, il emmène avec lui son plus jeune fils, Robert-François-Antoine de Beauterne. L'accompagne également une escorte impressionnante composée de 8 capitaines de la garde royale, 6 gardes-chasse, un domestique et 2 valets de limier. C'est un renfort royal d'envergure, une réponse à l'urgence et à l'inefficacité des précédentes tentatives de chasse. Cette nouvelle intervention mettra-t-elle un terme à toute cette histoire ? Le 20 juin, l'écuyer François-Antoine, souvent appelé Monsieur Antoine, fait son entrée à Saint-Flour. Investi du pouvoir royal, sa mission est cruciale. Le 22 juin, il atteint le Malzieu où il établit son quartier général. Antoine, aux côtés de ses hommes, se joint aux chasses menées par Denneval. Cependant, cette collaboration prend fin abruptement le 28 juillet, les Denneval quittant la région sur ordre direct du roi. Pour Antoine, la bête n'est rien d'autre qu'un loup, une conviction qu'il exprime dans ses nombreuses correspondances. Malgré cette certitude, débusquer l'animal se révèle être un défi. La topographie complexe du pays entrave sa progression, le contraignant à solliciter de nouveaux chiens pour renforcer ses efforts. Il trouve également un allié en la personne du comte de Tournon. Le dimanche 11 août, Antoine orchestre une grande battue. C'est lors de cette journée mémorable que se produit l'exploit de la pucelle du Gévaudan, Marie-Jeanne Vallée, une servante d'environ 20 ans travaillant pour le curé de Paulac. Accompagnée d'autres paysannes, elle traverse une passerelle pour franchir un cours d'eau lorsque la bête surgit. Les femmes reculent, mais Marie-Jeanne, avec bravoure, plante sa lance dans le poitrail de la bête. Celle-ci tombe dans la rivière et disparaît dans les bois. La nouvelle de cet acte héroïque parvient rapidement à Antoine, qui se rend sur les lieux. Il constate que la lance est effectivement tachée de sang, et les traces laissées par la bête concordent avec celles de l'incident. Dans une lettre adressée au ministre, Antoine, comparant Marie-Jeanne à Jeanne d'Arc, la surnomme la pucelle du Gévaudan, immortalisant ainsi cet épisode dans la légende de la traque de la bête. Le 16 août 1765, un événement en apparence ordinaire se déroule, passant inaperçu si ce n'était pour son lien ultérieur avec la famille Chastel, dont l'un de ses membres sera reconnu comme le tueur de la redoutable bête. Une chasse générale est organisée dans les bois de Montchauvet. Parmi les participants, on compte Jean Chastel, accompagné de ses 2 fils, Pierre et Jean-Antoine. Au cours de cette journée de chasse tendue, 2 des gardes-chasse qui accompagnent François-Antoine, à savoir Pélissier et Lachenay, croisent la route des 3 hommes à cheval. Curieux et soucieux de leur sécurité, ils sollicitent l'avis de ces hommes avant de s'engager dans un couloir herbeux enfoncé entre 2 bois. Leur préoccupation principale est de vérifier que le sol n'est pas marécageux. Les hommes, désignés plus tard dans le rapport de garde comme Chastel et ses 2 fils, assurent aux gardes la solidité du sol. Toutefois, le scénario prend une tournure inattendue lorsque Pélissier, bravement mais sans précaution, s'avance dans le couloir herbeux. Malheureusement, son cheval s'embourbe, le désarçonnant et tombant dans la boue. Avec l'aide de Lachenay, Pélissier parvient à se libérer de cette situation embarrassante, non sans peine, sous les rires moqueurs des Chastel. Cependant, les choses s'enveniment. Pélissier, irrité, saisit le plus jeune fils des Chastel et le menace de le conduire en prison pour outrage. Face à cela, le père et l'aîné Chastel réagissent promptement en braquant leurs armes sur Pélissier. Lachenay, tentant de désarmer le père, se retrouve à son tour sous la menace des armes. Les gardes, préférant éviter un affrontement direct, décident de se retirer et rapportent l'incident à leur commandant.
Sur la base de ce compte-rendu, François-Antoine prend des mesures drastiques et fait incarcérer les Chastel dans la prison de Sauges. Ainsi, les Chastel se retrouvent derrière les barreaux. Le 29 août 1765, lors d'une battue dans le Bois Noir, Rinchard, garde-chasse du duc d'Orléans, tire sur un animal qui menaçait de jeunes vachers. Bien que touché, le prédateur parvint à s'échapper. Les recherches intensives menées pendant 3 jours se révèlent infructueuses. Cependant, 2 jours après le tir, un paysan découvre la carcasse à près de 10 kilomètres de là. Ça y est, enfin, la bête est morte. Normalement. On ramène la carcasse au château de Bessay, d'où Antoine coordonne ses chasses. L'animal exposé devant les chasseurs présente des caractéristiques hybrides entre le loup et le chien. Cependant, son allure et ses couleurs, notamment la présence d'une raie noire, correspondent de manière frappante à la description donnée par de nombreux témoins de la bête. Elle est pour le moins impressionnante. Une tête imposante, des oreilles petites et larges, un poitrail prodigieux, un poil court et la couleur d'un veau. Les chasseurs en sont convaincus, ils ont atteint leur but, ils célèbrent leur victoire. Le comte de Tournon, qui assiste François-Antoine depuis le début du mois, retourne dans son fief avec une patte attachée à son lampion en signe de triomphe. Cependant, dès le 2 septembre, une jeune fille est attaquée à Dège. Vers le 20 septembre, François-Antoine reçoit des informations selon lesquelles un loup de grande taille, possiblement la redoutable bête, rôde aux abords du bois des Dames de l'abbaye royale des Chazes, près de Saint-Julien-des-Chazes. Jusqu'à présent, la bête n'a jamais été signalée de ce côté-là. Enfer et damnation, la bête n'est pas morte. Antoine décide de s'y rendre et organise tout de suite un encerclement des bois de pommiers avec 40 tireurs. Alors qu'il débusque l'animal, Antoine tire sur la bête. Celle-ci tombe, se relève, se précipite vers lui. Le garde Rinchard, à proximité, tente sa chance. Il tire. Il abat l'animal. Le cadavre est transporté à Sauges, où un chirurgien du nom de Boulanger procède à la dissection. Selon le procès-verbal rédigé par François-Antoine, l'animal est identifié comme un gros loup pesant 60 kilos. Plusieurs témoins, dont Marie-Jeanne Vallée et sa sœur, confirment qu'il s'agit bien là de la bête qui les a attaqués. Presque immédiatement après la rédaction du procès-verbal, le fils de François-Antoine charge la dépouille de l'animal sur son cheval et prend la route en direction de Paris. À Saint-Flour, il présente la bête à Monsieur de Montluc, puis à Clermont-Ferrand, où il fait naturaliser l'animal. Le 27 septembre, il quitte Clermont et arrive à Versailles le 1er octobre. La bête est exposée dans les jardins du roi. Officiellement, François-Antoine, porc-arquebuse du roi, est crédité d'avoir tué la redoutable bête du Gévaudan. Le mois de novembre s'écoule sans qu'aucune agression ne soit signalée. La population ose espérer qu'Antoine a bel et bien terrassé le monstre. Dans une lettre datée du 26 novembre, Lafont affirme à l'intendant du Languedoc « On n'entend plus parler de rien qui ait rapport à la bête ». Cependant, la rumeur fait rapidement état de nouvelles attaques, notamment près de Sauges et l'Orsière. Jusqu'au début de l'année 1766, ces incidents demeurent sporadiques et il est difficile de déterminer s'ils sont attribuables à la bête ou à des loups ordinaires. Pourtant, dans une lettre adressée à l'intendant d'Auvergne le 1er janvier, M. de Montluc semble convaincu que la bête a fait son retour. L'intendant alerte le roi, mais Louis XV ne veut plus entendre parler d'une bête féroce vaincue par son porc-arquebuse. Dès lors, les journaux cessent de rapporter les attaques survenues en Gévaudan et dans le sud de l'Auvergne. En mars 1766, les attaques de la bête se multiplient, suscitant le désarroi des locaux qui comprennent que la cour ne viendra pas à leur secours. Le 24 mars,
les États particuliers du Gévaudan se réunissent à Marvejols. Étienne Lafont suggère l'idée d'empoisonner des cadavres de chiens et de les placer au passage habituel de la bête. Cependant, la bête semble ne plus parcourir autant de territoire qu'avant, ayant établi son territoire dans la région des Trois-Monts, distant d'environ 15 km. Malheureusement, toutes ces mesures se révéleront de nouveau inefficaces. Les battues organisées ne donnent rien et la bête continue ses attaques tout au long de l'année 1766. Son mode opératoire semble avoir évolué. Elle se montre moins audacieuse et beaucoup plus prudente. Au début de l'année 1767, on observe une légère accalmie dans les attaques, mais elles reprennent au printemps. Face à l'impasse, le peuple se tourne vers la prière, multipliant les pèlerinages. Le 18 juin, des rapports signalent la présence de la bête, notamment dans les paroisses de Dège, où elle aurait tué une jeune femme de 19 ans, Jeanne Bastide. Le 19 juin, le marquis organise une battue non loin de là. Parmi les volontaires se trouve Jean Chastel, réputé comme un excellent chasseur. Ayant chargé son fusil d'une balle et de 5 chevrotines, Chastel abat un animal de grande taille ressemblant à un loup sur la paroisse d'Auvers. La bête est atteinte à l'épaule et ne bouge guère. Elle est ensuite attaquée par les chiens du marquis. Considérée comme morte, elle est chargée sur un cheval et transportée au château de Besques, paroisse de Charret, dans le Gévaudan, près des frontières d'Auvergne. L'épisode du 25 juin, 8 jours après la mort de la bête par Jean Chastel, est marqué par l'action de Jean Théris, chasseur de Monseigneur de la Tour d'Auvergne. Il parvient à tuer une louve qui était accompagnée de la bête selon plusieurs témoins. À la suite de ces événements, les attaques en Gévaudan cessent définitivement. Cela marque la fin officielle des agressions de la bête du Gévaudan et met un terme à cette période d'angoisse et de terreur dans la région. Ce dernier animal tué est empaillé et exposé au château de Besques, la résidence du marquis. La foule afflue au château pour voir la dépouille. La bête reste au château pendant environ 12 jours. Ensuite, le marquis charge un domestique de conduire la bête à Versailles pour la montrer au roi. Louis XV aurait dédaigneusement repoussé la bête car elle dégageait une puanteur insupportable, accentuée par la chaleur. On fait enterrer l'animal rapidement en raison de cette odeur insupportable. Malgré des décennies d'enquêtes et de spéculations, l'identité exacte de la bête demeure inconnue. Aujourd'hui, la question persiste. Quel animal hantait le Gévaudan au XVIIIe siècle? Était-elle seule? Ou plusieurs bêtes formant une meute ont-elles causé la mort? Les théories abondent, oscillant entre un et plusieurs gros loups, prédateurs traditionnels des régions françaises, et des créatures exotiques étrangères à ces contrées telles que la hyène, le glouton ou même le tigron. Les archives historiques et les témoignages évoquent des images énigmatiques d'une bête vorace, alimentant l'imagination collective. Au-delà de l'incertitude entourant son identité, la légende de la bête du Gévaudan demeure un rappel de la fragilité humaine face à la nature. Les pages de cette histoire ne trouvent guère de conclusion, laissant aux générations futures le défi passionnant de percer les secrets qui persistent encore dans les forêts reculées du Gévaudan. Une énigme qui, bien que vieille de plusieurs siècles, continue de susciter la curiosité et de captiver les esprits, telle une empreinte indélébile dans le livre infini des mystères du monde.